Bonjour et bienvenue pour ce nouveau magazine Telimo, des infos pratiques, concrètes en matière d'immobilier en Limousin, comme tous les mois. Et aujourd'hui, on va parler aménagement extérieur avec un paysagiste. On va aussi aborder les questions de voisinage avec un notaire. Nous irons visiter en images les très beaux locaux d'une très belle entreprise, Notariat Service à Arnac-Pompadour. On est en milieu rural et justement, on accueille Christophe Rafaillac. Bonjour. Journaliste, rédacteur en chef du groupe Notariat Service. On va parler ensemble de vente immobilière. C'est plus pour les vendeurs aujourd'hui, des conseils. Mais on commence avec Anne Mambrini. Bonjour Anne. Vous êtes responsable du pôle études et observations économiques à la Chambre de commerce et d'industrie de la Corrèze. On va parler donc du marché immobilier dans ce département. Quel bilan dresser de la situation de l'immobilier ancien en 2013 ? Oui, en effet, la Chambre de commerce et d'industrie a mis en place donc un observatoire de l'activité immobilière il y a maintenant 9 ans. Et nous allons le 9 juillet prochain présenter donc, les résultats de la situation de l'immobilier en 2013-2014. Donc là, on va avoir quelques infos en avant-première. Super. Voilà. Donc, quel bilan dressons-nous de l'activité immobilière? Eh bien, ce que l'on peut dire, c'est que 2013 a été dans la trajectoire de 2012, avec une baisse du nombre de transactions de l'ordre de moins 6,5% sur un an à fin décembre, une baisse des prix dans l'ancien, moins 12,5% pour ce qui est des maisons, moins 11,5% pour ce qui est des appartements. Alors, les professionnels que nous avons auditionnés considèrent que cette baisse des prix donc en soi n'est pas des plus préoccupantes. Il est vrai que nous étions en surchauffe dans les années 2002-2007, si je peux me permettre cette expression, et que parfois les prix étaient déconnectés d'une partie de la clientèle locale. Ce qui est préoccupant en revanche, c'est donc la baisse de la demande, une activité donc qui est en baisse, et donc on peut penser que cette baisse des prix pourrait être de nature à relancer le marché. Alors, est-ce qu'il y a des opportunités pour les acheteurs quand on est acheteur en Corrèze? Oui, il y a des opportunités actuellement. Les prix en Corrèze sont structurellement dans une moyenne basse de l'ordre de 1 200 € le mètre carré en ce qui concerne les appartements anciens. Par ailleurs, les prix sont en baisse. Les taux d'intérêt, comme nous le savons tous, sont historiquement bas. Par ailleurs, il y a du stock actuellement, donc finalement ce sont les acheteurs qui ont la main, qui donc prennent le temps, qui négocient. Il n'est pas rare qu'un bien se négocie 20 à 30% de moins par rapport à au prix de présentation. Donc finalement il y a de belles opportunités, d'autant que la demande aujourd'hui s'est recentrée sur des biens d'entrée de gamme de l'ordre de moins de 130 000 €. Donc finalement, mécaniquement, ce sont les biens qualitatifs, les biens de qualité au-delà de 200 000 € qui baissent le plus. Et donc il y a de très belles opportunités actuellement, en particulier sur des biens de qualité. Alors si on est vendeur, j'imagine que vous avez quand même quelques conseils à donner. Si on est vendeur, en effet, 3 conseils peuvent être dispensés. La première chose, bien réfléchir avant de vendre, surtout si le bien a été acquis dans les fameuses années de surchauffe 2002-2007. Deuxièmement, eh bien, proposer le bien au prix du marché, ne pas céder à la tentation de le surestimer parce que ça ne ferait finalement qu'allonger le délai de vente et de ce fait, ce pourrait être un mauvais calcul. Les prix qui sont affichés trop, les acheteurs ne regardent même pas quasiment. C'est le risque, c'est le risque. Et troisième conseil, être patient, un peu plus patient que précédemment parce que forcément les délais se sont un tout petit peu allongés. Et donc, en résumé, être vraiment en phase avec le marché. Quelles sont les perspectives peut-être pour les mois, fin 2014, les mois qui restent de cette année, puis peut-être début 2015 aussi? Alors, concernant 2014, on peut imaginer que l'année sera dans la trajectoire de 2013. Certains professionnels ont quand même noté une légère dégradation en ce premier semestre 2014. Ce qu'il faut souhaiter maintenant pour 2015, c'est qu'il y ait une reprise de la confiance de la part des ménages, qu'il y ait une relance de la demande et en particulier de la primo-accession. Très bien, merci Yann pour ces conseils. Et on continue à parler, vous avez commencé à donner quelques conseils pour les vendeurs. Christophe, on va donner encore d'autres conseils quand on a envie de vendre. Alors, est-ce qu'il y a une recette, comment vendre vite et bien? Et oui, dans le contexte actuel, c'est vrai que d'un côté, nous avons des acheteurs qui négocient fermement leur investissement en raison de prix parfois surélevés. Et puis d'un autre côté, donc, des vendeurs qui veulent signer coûte que coûte, sans trop tenir compte de la réalité du marché. Donc, pour éviter toute forme de blocage, il faut que les vendeurs aient bien conscience qu'ils ont de véritables atouts en main.
Alors on va voir effectivement comment jouer la partie pour vendre vite et bien. Alors ces atouts, là, premier atout. Alors le premier atout, ça va être donc l'estimation immobilière. En effet, les acheteurs aujourd'hui se montrent très sélectifs, ils sont bien informés. Et donc une estimation ou une expertise immobilière réalisée par un notaire permet de déterminer une valeur objective du bien qui est faite à partir de critères très précis. On compare aux transactions qui ont eu lieu dans le même secteur, donc ça nous donne un prix raisonnable. Ensuite, ça va permettre de bien identifier les qualités du bien en termes de situation géographique, c'est important, d'entretien, d'exposition, et puis d'être conscient aussi de ses défauts, souvent liés à un éloignement géographique des centres urbains, à un mauvais entretien ou à une mauvaise isolation qui entraîne un coût, une facture énergétique un peu trop importante, voilà. Trop salée. Alors deuxième atout peut-être d'un vendeur? Alors deuxième atout, ça va être donc le recours aux professionnels de l'immobilier, que ce soit un notaire ou un agent immobilier, puisque le processus de vente comporte différentes étapes que lui seul maîtrise parfaitement. Alors, au niveau de la mise en vente du bien, le professionnel il va donc s'assurer que le diagnostic de performance énergétique a bien été réalisé. Et la classe énergie donc, qui en découle, une lettre A, B, C, D, E, F, va être obligatoire. G, je crois que ça va jusqu'à G même. Exactement. Ouais. Va obligatoirement devoir figurer dans l'annonce immobilière. Donc ça, le professionnel valide tous ces aspects. Autre étape importante, au moment de la mise en vente, il va assurer les visites. Donc ça aussi, c'est confortable. Et puis se charger de tout l'aspect négociation par rapport aux offres de prix qui seront faites par les acquéreurs. Sur le plan juridique et fiscal, le notaire, lui, pourra faire une estimation de la plus-value à payer dans le cas où on vend une résidence secondaire ou un bien locatif. Et puis, au moment de la signature du compromis, il va s'assurer que l'ensemble des diagnostics sont réalisés, puisqu'ils sont obligatoires au regard de la loi. Donc ça concerne l'amiante, l'électricité, le plomb, les termites, le gaz, l'assainissement individuel et les risques naturels et technologiques. Donc tout ça, c'est le notaire qui vérifie. Voilà, c'est le notaire qui vérifie que le dossier est complet. Et dernier peut-être atout ou conseil pour un vendeur? Alors le dernier atout, c'est de s'intéresser à des formes de vente originales, notamment les ventes interactives 36 heures IMO, qui permettent de proposer son bien dans une salle de vente interactive, on va dire, où des acheteurs font des offres d'achat en ligne. Ils ont une période de 36 heures en fait pour formuler leur proposition de prix. Et c'est le meilleur offrant qui remporte la vente. Donc c'est un système très original mais qui connaît un beau succès qu'on retrouve sur le site imonote.com notamment. Le site imonote.com bien sûr qui s'affiche et en bas de dernier point, c'est le viager aussi qui est une formule. On en a parlé il n'y a pas longtemps ici même. Qu'on peut envisager parce que ça permet donc de percevoir un capital, un bouquet, et ensuite de toucher une rente sa vie durant. Donc c'est une formule aussi à étudier. Merci Christophe pour ces bons conseils. Alors Christophe travaille dans le groupe Notariat Service qui est basé à Arnac-Pompadour, donc en Corrèze, en plein milieu rural. Et c'est assez étonnant, moi j'aime bien toujours montrer qu'il y a des belles boîtes qui se développent bien. Il y a 70-73 salariés je crois dans le groupe, en plein milieu rural, dans des très belles bâtisses. Et c'est pour ça qu'on a eu envie d'aller filmer là-bas, de vous faire découvrir ce très beau bâtiment et cette entreprise. Regardez. Nous sommes à Pompadour, bien connu en Limousin. C'est ici que se trouve donc l'exercice d'activité de Notariat Service, entreprise qui a une vieille tradition familiale. C'est Louis Rayet, mon beau-père, qui l'a créé. Lorsqu'il a eu l'idée de développer des services pour améliorer ce que la profession pouvait proposer au public, il s'est dit ça serait bien de créer tout cela, mais ça serait encore mieux de pouvoir rester à Pompadour, garder à Pompadour la possibilité de donner d'ailleurs de l'emploi et permettre à Pompadour de continuer à vivre, sinon à survivre. C'est tout le problème de l'emploi en campagne. La difficulté que l'on rencontre surtout, c'est le travail du conjoint. Mais voilà, bon, on essaie de faire en sorte d'y arriver. Les profils les plus compliqués à trouver aujourd'hui, ce sont des jeunes dans le web, dans l'infographie, dans le web marketing, des gens qui, plutôt jeunes qui n'ont pas forcément envie aujourd'hui d'habiter à la campagne. Dans un tout premier temps, vous voyez la petite maison qui est à gauche du immeuble central, c'est là que nous nous sommes installés. On a fait construire une petite maison en se disant toujours avec la même logique, on fait construire la maison, si nos entreprises va bien, on
on aura quelque chose et puis on pourra aller plus loin. Et puis si jamais ça ne va pas, au moins on pourra revendre la maison, on n'aura pas tout perdu. Donc ça s'est bien passé et quand les besoins se sont fait sentir, en 1979, on a fait construire l'immeuble. Tout ça pour être en phase avec notre projet initial, à savoir alors, construire des locaux qui soient conviviaux, qui soient agréables à vivre, modulables, c'est-à-dire adaptables à l'évolution de l'entreprise, dans le bon ou dans le mauvais sens. Si elle pouvait se développer, on avait la capacité de continuer à progresser autour de cet étang, ce qui était une chose sympathique. Et puis également dans un type de construction qui faisait que si jamais nos entreprises n'avaient pas bien marché, on pouvait continuer à avoir quand même quelque chose qui pouvait être reconvertible éventuellement en maison d'habitation. Il y a 1000 m² qui nous permettent d'avoir donc de loger, je crois, de façon agréable ces 70 collaborateurs, avec des schémas de répartition qui font qu'on a à la fois des bureaux, un open space, des choses qui, je crois, qui nous vont bien. Moi personnellement, je ne regrette pas du tout de vivre heureux à Pompadour. Ils ont l'air plutôt heureux là-bas, en plus il faisait beau. Voilà, un reportage de Bénédicte Jourdier. Je suis ravie d'accueillir Mathieu Mira, bonjour. Bonjour Vanessa. Paysagiste, on parle dans un instant d'aménagement extérieur. Vous allez nous donner des conseils. Voilà, quand on a la chance d'avoir un jardin, il y a des choses à faire et ça valorise bien sûr le bien immobilier. Et j'accueille Jean-Thierry Gann, bonjour. Bonjour Notaire qu'on a déjà reçu ici, avec plaisir. On parle aujourd'hui de relations de voisinage. C'est pas toujours facile de bien s'entendre avec nos voisins, alors notamment quand on a un jardin. Voilà. Donc j'ai quelques questions que pas mal de gens se posent. On est confronté parfois à des choses un peu bizarres. Alors, il y a des précautions à prendre avant, par exemple, de clôturer son terrain entre voisins, tout simplement. Tout à fait. Alors, il faut savoir qu'on peut exercer son droit de propriété de la manière la plus absolue. Bien sûr, il faudra respecter certaines règles et certaines lois, parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Alors, évidemment, pour poser une clôture, il faut savoir où la mettre. Donc, pour ce faire, il est important de faire passer un géomètre qui va consulter les éléments du cadastre, qui va consulter les actes notariés et qui va être capable de déterminer les points qui entourent la propriété et de placer des bornes pour délimiter. Alors, cette délimitation, elle se fait soit d'un commun accord entre les différents propriétaires, et malheureusement, s'il n'y a pas d'accord, on peut saisir le tribunal d'instance pour que le juge puisse fixer une ordonnance en disant « je nomme tel géomètre expert et je fixe les frais, et les frais sont répartis entre telle et telle personne ». C'est quand même mieux quand ça se passe à l'amiable. Hein. Voilà. Et si ça se passe à l'amiable, chacun participe avec le géomètre et ça se passe très bien. Une fois donc qu'on a pu déterminer la limite de propriété, on peut clôturer. Alors, soit on est d'accord et on clôture ensemble, donc ça peut être une clôture, ça peut être un mur, ça peut être une haie mitoyenne, donc c'est-à-dire sur la limite de la propriété, ou s'il n'y a pas forcément d'accord, on clôture chez soi et non pas sur la ligne mitoyenne, car on pourrait subir une démolition. D'accord, donc rester chez soi. On aime bien planter hein, quand on a un jardin. Alors en matière de plantation, y a-t-il des distances et des hauteurs de végétaux à respecter vis-à-vis des voisins? Oui, tout à fait. Alors ça c'est le règlement national, puisque dans les règlements que l'on peut avoir dans les lotissements ou les cahiers des charges, il peut y avoir des règles particulières. Alors, sauf ces règles-là, de manière générale, si vous avez des végétaux qui sont destinés à dépasser plus de 2 mètres, vous devez les planter à plus de 2 mètres de la limite de la propriété. C'est facile à se rappeler, 2 mètres, 2 mètres. Voilà. Petite précision, et c'est une définition de la Cour de cassation, quand on dit 2 mètres, un arbre grandit. Donc forcément, si on le plante à 2 mètres, à un moment donné, il ne sera plus à 2 mètres. Il faut prendre un peu de marge. L'axe. D'accord. Non, c'est toujours l'axe de l'arbre. Voilà, okay. C'est une précision. Ouais. Ensuite, si vous avez des végétaux qui sont destinés à être à moins de 2 mètres, vous devez les planter au minimum à 50 cm de la limite de propriété. D'accord. Mes voisins, là, ils ont un arbre, très bel arbre, hein, centenaire, mais très très haut, qui me gâche la vue. Est-ce que je peux les obliger à le couper? Alors, centenaire, donc justement, c'est là la question, c'est que vu qu'il a plus de 30 ans, il y a une prescription et on ne peut pas demander à le couper. D'accord, il n'y a pas de... Voilà, on ne peut pas déroger à ça. Vraisemblablement, il fait plus de 2 mètres depuis plus de 30 ans, s'il a 100 ans, donc on ne peut pas le couper. D'accord. Est-ce qu'on a un mur mitoyen avec les voisins? Est-ce qu'on peut faire pousser des plantes grimpantes sur ce mur? Oui, bien sûr. Alors on peut faire pousser des plantes grimpantes sur un mur mitoyen. Alors sur son mur, s'il nous appartient, pas de souci. Sur le mur mitoyen, même chose, à la condition que les végétaux ne dépassent pas la hauteur du mur.
Alors justement, il y a l'arbre de mes voisins, là c'est un arbre dont les branches dépassent et arrivent chez moi. Est-ce que j'ai le droit de les couper? Non. Non. Surtout pas. Ah d'accord. Surtout pas. Il faut demander aux voisins de les couper. D'accord. En revanche, vous avez la possibilité de couper les racines. D'accord. Mais pas les branches. Mais pas les branches. Ou les ronces. Et il a une définition de la Cour de cassation aussi, les brindilles. Enfin, ronces, racines, oui, branches, non, c'est à lui de les couper. Mais s'il ne veut pas les couper? Ah ben vous allez au tribunal et vous demandez à ce qu'il fasse le nécessaire. Et alors, il y a une branche qui dépasse et il y a une belle pomme. Est-ce que j'ai le droit, elle est chez moi cette pomme, est-ce que j'ai le droit de la récupérer? Non. Non. Par contre, si elle est tombée au sol, vous pouvez. D'accord, donc elle peut malencontreusement tomber au sol si je secoue la branche. D'accord, enfin moi je dis ça, je dis rien. C'est ça. Dernière petite question, est-ce que je peux brûler des déchets verts dans mon jardin? Non. Non. Pourtant, il y en a plein qui le font. Et oui, il y en a plein qui le font et vous avez des incinérateurs qui sont vendus dans les magasins. Ouais. Mais non. Alors, la règle générale, on ne peut pas depuis déjà quelques années. Il y a plusieurs raisons. C'est des raisons écologiques parce qu'on s'est aperçu que les déchets verts, il y avait des émanations de polluants, d'éléments cancérigènes et surtout, c'est des départs d'incendie. Donc, c'est la sécurité, dans les régions sèches, sécurité surtout, civile. Alors, à ça, il y a quand même quelques exceptions. Qui sont visés par arrêté préfectoral que vous pouvez voir dans chaque mairie. Alors, il faut savoir que brûler des déchets verts, ça peut aller jusqu'à 450 € d'amende. Ah, quand même. Voilà. Et que vous pouvez en plus avoir une plainte pour nuisance olfactive. Oui, c'est vrai que ça sent pas toujours très bon. Puis en plus, il y en a qui ont tendance à mettre du plastique en plus des trucs dégueulasses. C'est ça, voilà. C'est ça. Donc consultez les mairies, voilà. Et alors, il faut savoir aussi que dans certaines communes où il n'y a pas, donc en milieu rural ou périurbain, où il n'y a pas de collecte de végétaux et où il n'y a pas de déchetterie, vous avez généralement cette tolérance. Voilà. Mais bien se renseigner en mairie et vérifier l'arrêté préfectoral. Merci pour toutes ces infos. Je vous en prie. Maître, voilà, c'est utile un notaire pour plein de choses. Parfois, on n'a pas forcément le réflexe d'aller voir un notaire pour certaines questions, mais vous connaissez plein de choses. Merci beaucoup. C'est un des éléments, aller voir un notaire. Et surtout, ce que je tiens à dire, c'est quand vous avez des problèmes de voisinage, communiquer entre vous, essayez de communiquer, parce que sinon, c'est pas souvent la justice qui va rendre une décision qui va être favorable aux deux parties. Et en plus, ça prend beaucoup de temps en général. Voilà, c'est assez lourd. Donc, essayez de vous entendre. C'est le petit conseil. Merci beaucoup. Mathieu Mira, alors vous êtes paysagiste. Vous allez nous donner des conseils en termes d'aménagement extérieur. Voilà, quels conseils d'ailleurs vous donneriez pour concevoir le cadre paysager de sa maison, quand on a un jardin, bien sûr? Alors quand on a un jardin, eh déjà on va prendre la surface que l'on a, se rendre compte de la surface que l'on a, et après aménager en fonction du lieu où on se trouve, adapter les végétaux à votre zone géographique et surtout en fonction de votre sol. Parce qu'il est bien certain que dans le Limousin, il y a entre Brive, Limoges et par exemple Guéret-Aubusson, les températures ne sont pas les mêmes. On peut avoir des hivers très rigoureux et auquel cas les plantes ne résisteraient pas. Alors justement, quelles sont les familles peut-être de végétaux que vous conseilleriez dans ces différents coins du Limousin? Alors moi, la première chose que je ferais, si j'avais besoin de faire un jardin, j'irais voir le pépiniériste local. Ça, c'est la première chose. Il y a de mes confrères qui sont très compétents. Il y en a partout en plus. Il y en a plein. Il y en a partout, mais choisissez le compétent. On va dire le compétent et souvent le plus reconnu dans la région. Il va vous permettre de vous guider pour les végétaux en fonction de votre région, du type de sol et du climat auquel vous pouvez avoir. Il y a quand même des grandes familles de végétaux en Limousin. Alors en Limousin, on va retrouver beaucoup de conifères et de feuillus. Et puis après, il y a, lorsque les gens voyagent, parce que maintenant avec Internet aussi, on a beaucoup d'informations, on a envie d'avoir des plantes mais qui ne sont pas nécessairement un peu exotiques, quoi. Voilà. Alors on va avoir le côté exotique dans notre jardin, mais ce que je peux conseiller aux gens, c'est de ne pas en mettre trop et de choisir vraiment des espèces les plus rustiques possibles pour se faire plaisir et se rappeler un peu les vacances. Ouais, alors, est-ce qu'il y a des tendances peut-être en termes d'aménagement extérieur, Mathieu? Oui, alors les tendances, on va vers des jardins un petit peu bio, ou bien avec des essences où on a moins d'arrosage, moins d'entretien, parce qu'aujourd'hui, on a une activité quotidienne qui est importante, on travaille beaucoup, et les gens n'ont pas toujours le temps de le faire. Mais on veut avoir un jardin sympa, mais sans trop d'entretien. Alors en termes de plantes, de matériaux utilisés, c'est quoi les tendances?
Alors les tendances, moi Ou d'objets aussi, parce qu'on met alors, des objets on aussi. travaille avec des graminées, des plantes qui n'ont pas un très gros développement pour constituer des massifs et donc fleuris avec du bois décoratif, ou bien on peut voir encore avec des pierres. Des pierres. Alors, du minéral. Voilà, du minéral. Ouais. On va utiliser, ça c'est, je dirais, pour limiter l'entretien au maximum. Ouais. On va constituer le massif avec des protections antigerminatives. Et après, pour agrémenter, on va utiliser soit du paillage minéral, donc les pierres. Ça évite de trop arroser en fait. Alors, ça consiste à pas trop arroser et garder l'humidité au sol, et puis après faire une décoration. Voilà. D'accord. Eh ben, merci pour ces infos. Et encore une fois, effectivement, penser d'une façon intelligente cet aménagement extérieur, ça donne de la valeur à un bien immobilier. C'est important. Tout à fait. On donnait des conseils aux vendeurs, ça c'est un vrai conseil. De toute façon, quand vous rentrez dans un bien immobilier, la première chose que vous voyez sur la propriété, c'est le jardin. Donc si vous avez un bel a priori, c'est prometteur pour la visite intérieure. Encore faut-il évidemment avoir un jardin. Merci, merci beaucoup à tous les deux. Vous pouvez bien sûr voir et revoir cette émission sur le site telim.tv et vous pouvez aussi aller pour avoir plein d'infos sur imonote.com. Voilà, Telimo c'est terminé, mais on vous retrouvera très bientôt pour d'autres conseils en termes d'immobilier en Limousin. Ciao.